Chers auditeurs, chers téléspectateurs de Top Congo FM, bonjour et bienvenue ici au Salon Congo du Pullman, d'où part ce grand show, ce grand direct que vous propose la radio Top Congo FM. À l'occasion, vous le voyez juste à ma droite, de Mac 10, la 10e édition du Makutano avec pour thème de New Deal. Le nouveau deal donc après la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu hier au centre financier de Kinshasa et le go qui a été donné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous nous retrouvons ici sur l'un des 9 sites choisis pour les différentes conférences, différentes et enrichissantes conférences. La première des choses à vous annoncer, c'est que Top Congo FM a déployé ses équipes partout. Vous allez vivre en simultané les différentes interventions, les différentes conférences, les différents débats qui auront lieu à l'occasion de ce 10e Makutano, de ce MAC 10. Nous sommes ici donc au Pullman au Salon Congo, j'allais dire, du Pullman où se tient plusieurs conférences dont je vais vous donner le programme avant de prendre la direction de l'hôtel Hilton, puis celle de l'hôtel Sultani, l'un des sites choisis pour ces différentes interventions. Ici, nous allons démarrer tout à l'heure déjà avec le premier thème qui va partir d'ici donc à partir de 9h30, qui est intitulé « Riche sous-sol congolais, riche sous-sol congolais cherche minier pour l'exploiter » avec des différents intervenants. Toujours au Salon Congo de l'hôtel Pullman, le deuxième thème qui ira de 11h30 à 12h30 est intitulé « Une usine de batterie électrique et beaucoup de défis » avec là encore un plateau d'intervenants de haute gamme. Et puis nous allons nous rendre juste à côté au salon Lubumbashi pour nous poser et essayer de répondre à la question suivante. Comment rendre les miniers profitables pour les communautés locales? Le prochain thème, toujours sur ce site, est prévu de 14h à 15h et il est intitulé « L'intégration économique congolaise dans les chaînes des valeurs ». Par la suite, nous serons dans la salle Kassai avec pour terme les normes européennes des diligences raisonnables, un levier pour une exploitation minière responsable en Afrique. Puis nous reviendrons ici au Salon Congo avec de 15h30 à 16h30 le thème ci-après qui sera soumis à débat, déficit énergétique et si les miniers apportaient la lumière. Enfin, nous allons prendre les 3 autres thèmes, toujours ici, ou les 4 autres thèmes, car ici, les travaux vont se dérouler jusqu'à 18h. Je vais vous les lire rapidement. Corridor de Lobito, le chemin de fer, une locomotive pour le développement. S'assurer en République démocratique du Congo en toute confiance, est-ce possible ? Où en est-on avec le grand Inga? En attendant Inga, l'heure des mini-réseaux. Nous en avons parlé dernièrement à Washington avec le ministre en charge des ressources hydrauliques et électricité. Et ici, le débat aura lieu une nouvelle fois au sujet du grand Inga. Enfin, nous allons terminer de 17h à 18h sur ce site du Pullman avec le thème ci-après qui sera débat au Salon Kassai, la communication stratégique, transparente et responsable autour des projets miniers en République démocratique du Congo, renforcer la confiance. Voilà donc pour les différents thèmes qui seront débattus ici dans différentes salles. Je vous ai dit le Salon Congo, la salle Lubumbashi et la salle Kassai. Mais le débat, je l'ai dit et répété, va se dérouler sur 9 sites disséminés à travers la capitale Kinshasa. Nous allons donc prendre la direction de l'hôtel Hilton pour retrouver Christian Lusakono qui est sur place avec les équipes de Top Congo. Christian Lusakono, bonjour. Dites-nous qu'est-ce qui se passe très exactement en ce moment à l'hôtel Hilton et quel est le programme de la journée. Bonjour Thierry Kambundi, bonjour à tous les auditeurs. En effet, nous sommes ici à l'hôtel Hilton qui sera le siège de tous les panels pour parler hydrocarbures. Avec une session d'ouverture qui sera dirigée par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, avec aussi le ministre des hydrocarbures. Suivra un panel que vous suivrez à 11h30 en différé sur Top Congo FM
Un panel ministériel avec les ministres des hydrocarbures de RDC, du Congo-Brazzaville, de l'Angola, de la Guinée équatoriale, de la République centrafricaine, du Gabon, du Togo et de la République de Côte d'Ivoire. Ils sont tous ici à Kinshasa. Vous voyez l'importance de ce Makutano pour parler de comment cela est géré, échange d'expériences entre les États. Un panel qui sera modéré par Ziad Liman, il est le président directeur général d'Afrique Magazine. Suivra autre panel ici à l'hôtel Hilton sur les pistes pour sortir de la politique des subventions des prix des produits pétroliers. On en parlait beaucoup hier, notamment dans l'émission Le Débat. À suivre absolument, on le suivra aussi sur Top Congo FM avec Alain Malata, le directeur du cabinet des ministres des Finances, le directeur du cabinet des ministres des hydrocarbures William Toumawakou, avec le directeur général, les directeurs généraux de deux entreprises fournisseuses de pétrole à la RDC, Guillaume Chaise pour Suisse Authentice et Alexandre Alvarez pour Trafigura. À noter que le modérateur sera un député national, Georges Bokondou. Dans la journée, on parlera aussi opportunités et défis pour la RDC dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation pétrolière et gazière. C'est vrai que le Congo produit, le Congo ne raffine pas, le Congo ne vend pas non plus son propre pétrole, ce qui fait que le prix du pétrole en République démocratique du Congo dépend beaucoup de l'extérieur. Comment faire en sorte que cela cesse? La question sera au menu de ce panel qui, la journée, va se terminer par un dernier panel sur les conclusions et perspectives de tout ce qui aura été dit dans la journée avec deux ministres autour de la table, celui des hydrocarbures et le porte-parole du gouvernement, messieurs Aimé Sakombi Molendo ainsi que Patrick Mouyaya Katembe. Voilà sur ce qu'il y a lieu de dire sur ce qui va se passer aujourd'hui. Makutano 10 à l'hôtel Hilton. Je vous rends l'antenne. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Christian Lusakweno, pour tous ces détails. Rendez-vous à suivre donc. Les invités sont en train de prendre leur place dans la salle. Nous sommes en plein direct ici. Et nous allons donc, après l'hôtel Hilton, nous rendre à l'hôtel Sultani, où là encore, plusieurs panels sont prévus, plusieurs sujets intéressants à débat sur la situation économique financière en République démocratique du Congo. Cyril Milandou Meboya est sur place. Cyril Milandou, bonjour. Dites-nous tout sur le programme et les activités prévues sur le site de l'hôtel Sultani. Bonjour Thierry Kambundi, je suis ici à l'hôtel Sultani où se tient un panel, comme vous le savez, c'était déjà parti depuis hier avec les MAC 10 à Kinshasa. Nous sommes au site de l'hôtel Sultani où se tient le panel sur les télécommunications. Nous dit pour accroître la pénétration réseau. Nous avons comme intervenant Christian Katende. Il est le président de l'ARPTC, Autorité de régulation de la poste et des télécommunications. Avec le deuxième intervenant, c'est Khalil Al-Amerikani. Il est le directeur général de Vodacom RDC. Et le troisième intervenant, c'est Polar Nkole. Il est directeur général de la société Elos Tower RDC. Ce panel a comme modérateur Eric Chikuma. Il est député national de la circonscription de Funa dans la ville de Kinshasa. Et je suis au site de l'hôtel Sultani, comme je l'ai dit. Top Congo va vous faire vivre cet événement qui se tient dans d'autres sites aussi. Thierry Kambundi, à vous l'antenne. Allez, priorité aux débats qui vont démarrer dans quelques instants. Merci à vous. Je rappelle que Osé Manzanza, Trésor Kiyombo, Mami Tchela, Isabelle Moengo, tous nos reporters ainsi que nos équipes techniques sont déployés sur les 9 sites qui vont accueillir les débats autour de ce MAC 10 de New Deal. Comme je vous l'ai dit, c'est le grand thème de ce grand forum des discussions sur la situation économique, financière, sur le développement de la République démocratique du Congo. Je vous prie de rester fidèle au programme de votre radio qui, jusqu'à 18h, va vous proposer en simultané tout ce qui se passe, tous ces riches débats avec des thèmes que l'on vous a évoqués tout au long de la semaine sur les antennes donc, de votre radio. À tout de suite.
d'intervenants de haute gamme. Et puis nous allons nous rendre juste à côté au salon Lubumbashi pour nous poser, essayer de répondre à la question suivante. Comment rendre les miniers profitables pour les communautés locales? Le prochain thème, toujours sur ce site, est prévu de 14h à 15h et il est intitulé « L'intégration économique congolaise dans les chaînes des valeurs ». Par la suite, nous serons dans la salle Kassai avec pour terme les normes européennes des diligences raisonnables, un levier pour une exploitation minière responsable en Afrique. Puis nous reviendrons ici au Salon Congo avec de 15h30 à 16h30 le thème ci-après qui sera soumis à débat, déficit énergétique et si les miniers apportaient la lumière. Enfin, nous allons prendre les 3 autres thèmes, toujours ici, ou les 4 autres thèmes, car ici, les travaux vont se dérouler jusqu'à 18h. Je vais vous les lire rapidement. Corridor de Lobito, le chemin de fer, une locomotive pour le développement, s'assurer en République démocratique du Congo en toute confiance. Est-ce possible? Où en est-on avec le grand Inga? En attendant Inga, l'heure des mini-réseaux. Nous en avons parlé dernièrement à Washington avec le ministre en charge des ressources hydrauliques et électricité. Et bien ici, le débat aura lieu une nouvelle fois au sujet du Grand Inga. Enfin, nous allons terminer de 17h à 18h sur ce site du Pullman avec le thème ci-après qui sera à débat au Salon Kassai, la communication stratégique, transparente et responsable autour des projets miniers en République démocratique du Congo, renforcer la confiance. Voilà donc pour les différents thèmes qui seront débattus ici, dans différentes salles. Je vous ai dit, le Salon Congo, la salle Lubumbashi et la salle Kassai. Mais le débat, je l'ai dit et répété, va se dérouler sur 9 sites disséminés à travers la capitale Kinshasa. Nous allons donc prendre la direction de l'hôtel Hilton pour retrouver Christian Lusakono qui est sur place avec les équipes de Top Congo. Christian Lusakono, bonjour. Dites-nous qu'est-ce qui se passe très exactement en ce moment à l'hôtel Hilton et quel est le programme de la journée. Bonjour Thierry Kambundi, bonjour à tous les auditeurs. En effet, nous sommes ici à l'hôtel Hilton qui sera le siège de tous les panels pour parler hydrocarbures. Avec une session d'ouverture qui sera dirigée par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, avec aussi le ministre des hydrocarbures. Suivra un panel que vous suivrez à 11h30 en différé sur Top Congo FM. Un panel ministériel avec les ministres des hydrocarbures de RDC, du Congo-Brazzaville, de l'Angola, de la Guinée équatoriale, de la République centrafricaine, du Gabon, du Togo et de la République de Côte d'Ivoire. Ils sont tous ici à Kinshasa. Vous voyez l'importance de ce Makutano pour parler de comment cela est géré, échange d'expériences entre les États. Un panel qui sera modéré par Ziad Liman, il est le président directeur général d'Afrique Magazine. Suivra autre panel ici à l'hôtel Hilton sur les pistes pour sortir de la politique des subventions des prix des produits pétroliers. On en parlait beaucoup hier, notamment dans l'émission Le Débat. À suivre absolument, on le suivra aussi sur Top Congo FM avec Alain Malata, le directeur du cabinet des ministres des Finances, le directeur du cabinet des ministres des hydrocarbures William Toumawaku, avec le directeur général, les directeurs généraux de 2 entreprises fournisseuses de pétrole à la RDC, Guillaume Chaise pour Suisse Authentice et Alexandre Alvarez pour Trafigura. À noter que le modérateur sera un député national, Georges Bokondou. Dans la journée, on parlera aussi opportunités et défis pour la RDC dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation pétrolière et gazière. C'est vrai que le Congo produit, le Congo ne raffine pas, le Congo ne vend pas non plus son propre pétrole, ce qui fait que le prix du pétrole en République démocratique du Congo dépend beaucoup de l'extérieur. Comment faire en sorte que cela cesse? La question sera au menu de ce panel qui, la journée, va se terminer par un dernier panel sur les conclusions et perspectives de tout ce qui aura été dit dans la journée avec 2 ministres autour de la table, celui des hydrocarbures et le porte-parole du gouvernement, messieurs Aimé Sakombi Molendo ainsi que Patrick Mouyaya Katembe. Voilà sur ce qu'il y a lieu de dire sur ce qui va se passer aujourd'hui. Makutano 10 à l'hôtel Hilton. Je vous rends l'antenne. À tout à l'heure.
Merci beaucoup, Christian Lusakweno, pour tous ces détails. Rendez-vous à suivre donc. Les invités sont en train de prendre leur place dans la salle. Nous sommes en plein direct ici et nous allons donc, après l'hôtel Hilton, nous rendre à l'hôtel Sultani, où là encore, plusieurs panels sont prévus, plusieurs sujets intéressants à débat sur la situation économique financière en République démocratique du Congo. Cyril Milandou Meboya est sur place. Cyril Milandou, bonjour, dites-nous tout sur... Bonjour Thierry Kambundi, je suis ici à l'hôtel Sultani où se tient un panel, comme vous le savez, c'était déjà parti depuis hier avec les MAC 10 à Kinshasa. Nous sommes au site de l'hôtel Sultani où se tient le panel sur les télécommunications. Nous dit pour accroître la pénétration réseau. Nous avons comme intervenant Christian Katende. Il est le président de l'ARPTC, Autorité de régulation de la poste et des télécommunications. Avec le deuxième intervenant, c'est Khalil Al-Amerikani. Il est le directeur général de Vodacom RDC. Et le troisième intervenant, c'est Polar Nkole. Il est directeur général de la société Elos Tower RDC. Ce panel a comme modérateur Eric Chikuma. Il est député national de la circonscription de Funa dans la ville de Kinshasa. Et je suis au site de l'hôtel Sultani, comme je l'ai dit. Top Congo va vous faire vivre cet événement qui se tient dans d'autres sites aussi. Thierry Kambundi, à vous l'antenne. Le programme et les activités prévues sur le site de l'hôtel Sultani. Allez, priorité aux débats qui vont démarrer dans quelques instants. Merci à vous. Je rappelle que Osé Manzanza, Trésor Kiyombo, Mami Tchela, Isabelle Moengo, tous nos reporters ainsi que nos équipes techniques sont déployés sur les 9 sites qui vont accueillir les débats autour de ce MAC 10 de New Deal. Comme je vous l'ai dit, c'est le grand thème de ce grand forum des discussions sur la situation économique, financière, sur le développement de la République démocratique du Congo. Je vous prie de rester fidèle au programme de votre radio qui, jusqu'à 18h, va vous proposer en simultané tout ce qui se passe, tous ces riches débats avec des thèmes que l'on vous a évoqués tout au long de la semaine sur les antennes donc, de votre radio. À tout de suite. Autour d'un mot clé qui est le mot diversification. Par cela, nous avons dans un premier temps la diversification dans des partenaires, je dirais, sur la scène internationale. Donc, pour ne plus avoir des investisseurs axés dans vers une seule orientation, mais bien sur toute la scène internationale pour profiter de la géostratégie que la politique de la République peut mettre en place. Dans cette diversification, dans les partenariats, je dirais qu'il y a également des partenariats sud-sud que nous cherchons à mettre en place et également de remettre en place la souveraineté nationale en poussant et en motivant, je dirais, des investissements congolais dans le secteur minier. L'autre aspect de la diversification est un aspect, je dirais, dans la diversification de nos provinces minières. Nous travaillons pour ne plus avoir uniquement la diversification, uniquement les provinces minières de l'Est et du Sud, comme, je dirais, des provinces productrices de minerais. Donc nous cherchons à développer d'autres régions comme le Congo central, l'Équateur, le centre et même le nord du pays. La diversification, c'est aussi dans les types de minerais que nous allons mettre en production. Nous développons des accords pour mettre en production des nouvelles commodités telles que le lithium, telles que le germanium. C'est une nouvelle réussite congolaise avec la gécamine et d'autres produits nickel-chrome. Enfin, la diversification, et je l'ai rappelé dans mon mot d'introduction, va dans l'augmentation des produits finis et semi-finis que nous mettrons sur le marché
Et donc cela implique toute la transformation locale. Mais moi, j'ai envie de vous interrompre, Monsieur le ministre, puisque c'est mon rôle un peu, puisque les gens ont envie que nous soyons focus sur la question des champions. Là, vous avez parlé de souveraineté. La souveraineté est la clé même, montre l'impératif, l'urgence de la fabrication des champions locaux. Au-delà de la diversification dont vous avez parlé des partenaires internationaux, personne ne viendra construire le Congo à la place des Congolais. Et on sait très régulièrement, quand on entend des coups de feu dans des pays, ces grandes firmes internationales, excusez-moi Marie-Chantal, ces grandes firmes internationales prennent leurs bagages et se barrent très très rapidement. Donc il y a une urgence de fabrication de champions locaux. Qu'est-ce qui est mis en place pour que demain, il y ait, excusez-moi la comparaison, des Dangote congolais dans le domaine des mines par exemple? Qu'est-ce qui est concrètement fait pour que ça arrive? Est-ce qu'on a mis un système, un modèle qui fasse que des gens puissent aller vers cela aujourd'hui et trouver des financements? Est-ce qu'on ne devrait pas commencer par là? Cela passe également donc, dans tout ce dispositif que je viens de vous dire, tout en transversal, nous avons la certification de nos minerais également. Donc lorsque nous aurons cette certification des minerais avec un audit international, cela permettra justement de pouvoir octroyer certains permis miniers à des Congolais qui pourront à ce moment-là, je dirais, mettre en place la même ingénierie financière que ce qui se fait par d'autres Africains, mais également d'autres firmes internationales. Mais est-ce que ça ne risque pas d'être à la Saint-Glinglin dans 20 ans, puisque pour l'instant, on est dans l'urgence? Est-ce qu'il n'existe pas un système qui puisse faire que ça aille un peu plus vite? Pour cela, comme je vous l'ai dit, donc, c'est une industrie très capitalistique. Donc nous mettons en place différents systèmes et nous avons déjà un Congolais privé qui est déjà arrivé à produire sa première cathode et qui maintenant est repassé sur les marchés financiers pour pouvoir lever plus de 300 millions de dollars. Qui est le Congolais? Monsieur Lédia. Monsieur Lédia. Donc il faudrait qu'on retienne quand même ce nom, qu'il y a déjà un Congolais. C'est le premier nom que j'entends depuis qu'on parle des mines à un certain niveau. Alors, est-ce qu'il y a seulement la question du financement, Marie-Chantal? Vous qui êtes à l'intérieur d'une grosse structure comme celle-là, qui est congolaise, je suppose que ça doit vous titiller aussi de regarder qu'il n'y ait pas à côté de vous des gros mastodontes congolais. Est-ce qu'il n'y a que la question du financement? Pour vous qui êtes dans cette structure, qu'est-ce qui manque pour que les Congolais soient dans ce jeu? Oui, on a un vrai problème avec la technique aujourd'hui. Merci, Alain. Au départ, je me suis demandé en fait pourquoi est-ce que je me retrouvais sur ce panel ici, surtout quand on a eu à parler, que j'ai lu qu'il ne fallait pas parler de la sous-traitance. Et malheureusement, moi je dirais qu'on ne peut pas parler de développement ou de milliardaires que dans le secteur minier direct. Et en tant qu'entreprise pour laquelle je travaille, c'est quelque chose sur lequel on travaille très intensément, c'est-à-dire développer une expertise congolaise, qu'elle soit directement dans le secteur minier ou qu'elle soit dans d'autres secteurs, mais qui viennent en appui au secteur minier. Et pour ce faire, on a créé un département de l'entrepreneuriat local. Et c'est un département qui travaille avec des Congolais et des Congolaises. Parce qu'au départ, ce département avait été... c'était juste un département de l'entrepreneuriat local. Mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait que des mâles. Ouais. Des mâles, oui. Voilà. Alors, on l'a fait aussi pour le secteur... dans la diversité, en nous disant qu'il fallait qu'on inclue aussi des femmes. Et je peux vous prendre un exemple concret. Il y a 2 ans, une femme n'avait que 4 camions. Aujourd'hui, de par le travail qu'elle fait avec nous, elle est millionnaire aujourd'hui. D'accord? Et ça, c'est un cas. Mais il y en a plusieurs comme cela. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on capacite techniquement
on apporte un financement pour certains, pas pour tous, mais pour certains que l'on considère comme étant très effectif. Ça, c'est le côté de la sous-traitance. Maintenant, au sein de l'entreprise, il y a toutes sortes d'expertises que nous avons dans la géologie, dans tout ce que vous voulez. Et j'ose croire que toutes ces sociétés ou toutes ces personnes qui travaillent au sein de l'entreprise, un jour, peut-être, décideront de quitter et d'aller créer leur propre entreprise. Donc ce que j'essaye de dire ici, c'est que même quand je parle de l'entrepreneuriat, du développement de l'entrepreneuriat local, ce ne sont pas des entreprises qui ne rendent service que à Glencore ou à KCC ou à Moumi, mais ce sont des entreprises qui peuvent rendre service à toutes les autres entreprises minières parce que nous parlons ici de la pérennité. Que l'on le veuille ou non, nos mines ont une durée de vie limité. Et notre but est de ne pas voir le Lualaba s'éteindre parce que KCC Moumi est arrivé au terme de son... Oui, exactement. Donc je pense qu'il y a différentes manières de voir les choses, mais il y a un point qui a été relevé par Monsieur Kala. Je trouve que les banques ne jouent pas toujours leur rôle parce que quand on parle de l'entrepreneuriat local, nous, en tant qu'entreprise, nous apportons ce financement, alors que dans tout autre pays, ça devrait être les banques qui devraient jouer ce rôle. Et on n'aime pas souvent faire la différence entre les pays francophones et anglophones, mais ne nous mentons pas, dans les pays anglophones, les banques jouent réellement ce rôle-là. Merci. Est-ce que ça marche? Bon, là on tend une perche extraordinaire qui est celui du financement. Tout le monde parle de financement, le manque de financement des champions locaux. Les autres arrivent avec beaucoup d'argent, les locaux sont forcément handicapés. Et on n'a pas dit de ne pas parler de la sous-traitance, mais on ne veut pas parler que de la sous-traitance parce que lorsque l'on commence à parler de mines, on réduit les Africains seulement à la sous-traitance, ce qu'on ne veut pas forcément, puisqu'on n'est pas condamné à ne faire que de la sous-traitance. Alors, comment faire pour que les autres puissent bénéficier du financement, d'un vrai financement, pas juste des accompagnements, d'un vrai financement, les locaux? Là, j'ai envie de commencer en vous posant la question à vous, Madame la Présidente. On a le même problème, on va tous se partager nos micros, puisque... Celui-ci. Allez-y, pour voir si ça marche. Ça ne marche pas, mais on va prendre celui d'à côté. So thank you very much. Je m'excuse de ne pas parler français, mais l'année prochaine, je vais le faire. So my name is Dinah McLeod. I represent the Cobalt Institute with our members Jika Amin, Glencore, and ERG on the panel. We promote the fair, sustainable use of cobalt in all of its forms. And I suppose where everyone has been talking so far about the rights and responsibilities of RDC, it is my personal understanding and perspective that the problem lies elsewhere, which is that we have here, according to what I have just read, investment from Chinese companies that are 200 times larger than investments from the US. And I just wanted to say that this is something that is, I can only think that this is because of two things. First of all, of ignorance of RDC. It is something that nobody really understands, and the world thinks of, mining, it's bad, child labor, there's something bad about it. And so this perception is just as important as the investment, I think, in this case. But that being said, because of this lack of investment, what is really very remarkable and impressive is that
The government of the DRC is doing so much, the New Deal, but also specifically the efforts of Monsieur Maboulia and the cadastres minières. It's amazing to say we are open for business. And I also saw in New York the minister speak and talking to say we are open for business. And I must just congratulate the minister and the government and Monsieur Maboulia for doing this. The one thing I would say is what is really important to attract more capital in the world's eyes is to respect human rights standards. And again, I wanted to congratulate Glencore and ERG for their recent application for Copper Mark. Copper Mark is the world standard for respecting the rule of law, environment, and human rights. And so we must do more of this to attract that investment. But again, I have more to say about what the world needs to do for Congo. Là, vous avez parlé de votre activité à vous, mais puisque vous avez le micro avant de le rendre, j'ai envie que vous répondiez à une question qui est simple, au-delà des félicitations que vous adressez aux différentes personnes pour le travail qu'ils ont fait. Nous, on entend parler de beaucoup de cobalt. Nous, on fantasme dessus la nuit et le jour, en se disant on a du cobalt, ça va être formidable, c'est nous qui allons faire les batteries électriques. Maintenant que vous êtes à l'intérieur, dites-nous comment on fait pour que les Congolais aussi soient dans cette aventure, pour de vrai, pas juste en marge. J'ai posé la question en français parce que je sais que vous comprenez très bien le français. We will. I suppose, again, I return to the fact that it is so important to ensure constant engagement with the outside world, like it's being done. We see that we have just done in the US a review of perceptions of cobalt, and the perceptions are easily corrected. And that is what we are doing with Makutano and with being open for business here in RDC. The one thing I would say is my team has just produced a report, which I can give copies of to those who want, which says that the demand for cobalt will triple till 2050. So it is absolutely the case that no matter what happens, the world will start looking at cobalt and the RDC. And so I just say, addressing the perception of the country and the industry is the most important thing that can be done. And that is what our co-panelists are doing so very well. Alors, je me tourne vers vous, vous qui êtes responsable, le PDG de ERG, M. Tréant. Tout le monde parle de financement. On ne parle que de ça. Les Congolais ne peuvent pas être dedans parce que c'est agro-capital. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'un jour les Congolais puissent eux aussi compétir de la même façon, avec les mêmes avantages que ceux qui arrivent et qui finalement prennent la souveraineté du pays en prenant les richesses? Oui, bonjour tout le monde. Donc, pour parler de plusieurs points, donc sur le financement, c'est clair que pour la population locale, c'est plus difficile d'avoir des financements que pour les populations ou les sociétés comme Glencore ou IRG qui se financent aux États-Unis ou à la bourse ou ailleurs. Mais je pense qu'il y a quand même des solutions. Donc moi, j'aime pas voir les choses en noir et blanc. Ici, on parle des Congolais qui aimeraient rentrer dans le capital des sociétés. Un Congolais n'est pas obligé de rentrer à 100% dans le capital. On ne sait pas 0 ou 100%. Il y a, par exemple, il y a beaucoup de projets miniers qui pourraient être développés. Ça ne coûte pas une fortune de prendre un permis avec nos amis du CAMI ou la GCAMI, de développer, de faire les permis, de faire pas mal de choses et ensuite de vendre le projet à quelqu'un d'autre si on n'a pas le financement. Mais à la place de vendre ce projet, on peut très bien garder 20-30% du capital et continuer à développer avec les gens. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il y a une chose avec quoi on travaille beaucoup chez IRG en ce moment, c'est on voit un mouvement au Congo des Congolais qui sont à l'extérieur, qui reviennent au pays. On a encore mangé avec 2 personnes hier soir qui rentrent au pays. Ça, c'est des gens qui ont la formation, qui ont été à l'international, qui ont accès à des capitaux, même pas forcément des gros capitaux, mais des gens qui ont des maisons en Belgique qui veulent rentrer au Congo, ils peuvent vendre leur maison, ils ont un capital pour revenir ici. Ils peuvent prendre des emprunts aussi à l'étranger. Donc ça, c'est un axe aussi qu'on aime beaucoup chez IRG. C'est quelque chose que j'ai fait en Europe de l'Est il y a une dizaine d'années. On a rapatrié des gens de Bulgarie qui travaillaient aux États-Unis, au Canada, partout.
Et c'est des talents qui sont très très positifs pour le pays, parce que c'est des talents qui ont Pour accès vous, les champions viendraient pour l'essentiel de la diaspora, alors? Non, il y a beaucoup de champions localement aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont des capitaux localement. Mais comme je le disais, j'aime pas faire du blanc ou noir. Du blanc ou du noir. Je pense que c'est une succession de petites actions qui va améliorer les choses. Et après, il y a des choses beaucoup plus exotiques. Moi, j'ai travaillé il y a 2 ans sur un projet. Aujourd'hui, le financement par les banques, c'est vrai que c'est très restrictif, même dans le trading. Moi, je viens aussi de sociétés de trading. Toutes les grandes banques sont sorties du trade finance. Donc maintenant, c'est les traders qui financent ou d'autres. Mais il y a aussi, par exemple, les solutions. Il y a la solution des crypto-monnaies, par exemple. J'ai travaillé sur un projet en Amérique du Sud il y a 2 ans. C'est des gens qui ont créé des tokens, comme on dit en anglais, des coins. Mais en fait, personne ne croit en coins s'il n'y a pas de garantie derrière. Donc il y a des coins qui sont avec des certificats CO2, il y a des coins qui sont avec de l'or derrière, il y a des coins... Et ces gens arrivent à lever quand même des montants assez astronomiques. Le projet que j'ai fait en Amérique du Sud, ils ont levé 2,5 milliards sur un dépôt d'or qui n'était même pas exploité, juste parce qu'il y avait l'or qui était dans les ressources. Donc ça, n'importe quelle personne pourrait le faire. C'est des axes qui sont très, très utilisés de nos jours, un peu dans le monde entier. Et qui sont beaucoup plus simples que les banques parce que c'est beaucoup moins régulé, c'est beaucoup plus flexible. Et les gens dans ces marchés financiers ont beaucoup plus d'appétit du risque. Si vous regardez le marché des cryptos, ça descend, ça monte de 20% tous les jours. Les gens font pas des crises cardiaques, alors que dans le marché traditionnel, c'est très difficile. Enfin, moi, je suis pas. Mais donc, si on met bout à bout toutes ces actions. Il y a aussi pour vous, il y a des possibilités de financer. Voilà, il faut plutôt changer le modèle proposé sur le marché généralement, c'est-à-dire être un peu plus inventif. Il y a aussi le fait que il y a encore des mines dans ce pays. Est-ce qu'il y a encore des espaces pour élargir la recherche où on pourrait encore trouver des choses? Est-ce que, on va dire, le cadastre minier peut nous garantir qu'il y a encore de l'espace à donner à ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure? Monsieur Barbouilla. Merci pour la parole. Alors, le titre que je vois ici, c'est « Riche sous-sol congolais cherche minier pour l'exploiter ». Donc, il y a un maillon qu'on saute, c'est celui de la recherche. On a dit tantôt que vous avez dit que nous avions toute une panoplie de richesses ici, mais qui n'est pas connue. Encore une fois, nous ne connaissons que 18 à 20% du sous-sol. Il faut mieux la connaître. Et dans ce problème, ce que nous avons fait à l'époque, le ministère des Mines a fait, c'est qu'il y a eu le projet Promine, qui a essayé de démontrer quelle serait la démarche exacte pour mieux connaître. Donc, on a mis en place le fonds minier pour les générations futures, essentiellement dédié à la recherche. On fait de la recherche sous financement congolais, c'est beaucoup plus facile ensuite de passer à l'étape suivante. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la topographie, la géophysique aéroportée, la géochimie du sol, la prospectivité, là, on délimite des carrés assez importants avec des informations plus ou moins fiables qui peuvent permettre maintenant aux Congolais, une décision de l'État peut intervenir là-dessus pour les attribuer à des Congolais qui veulent aller de l'avant. Et puis, donc, la stratégie, elle existe déjà. D'autre part, lorsque je regarde le fichier cadastral, je vois que 20% des titres miniers qui sont accordés sont détenus par Placide Nkala et ses copains. Donc les autres compagnies minières de l'État. Donc c'est déjà un potentiel qui est là et pour lequel elles ont quand même déjà beaucoup d'informations. Donc on devrait maintenant songer, puisque eux ils ont déjà cette information, passer à une reconquête industrielle congolaise. C'est-à-dire que les compagnies minières de l'État devaient être des catalyseurs, des vecteurs annonciateurs. Et pour ça, on devrait mettre tout simplement des petits quotas. Aujourd'hui, la Gécamine produit combien? Sokimo produit combien? Et il faudrait qu'il y ait un programme pour que demain, ils produisent 10 000 tonnes. Ils vont entraîner 100% de ce que produit la Gécamine. Il n'y a pas 60% qui vient et 40% qui reste à l'intérieur.
tout vient ici au Congo. Donc je pense qu'il faut aussi mettre l'accent non seulement sur la recherche, mais la relance des activités des compagnies minières de l'État congolais. C'est ce à quoi je crois que le ministre a fait allusion lorsqu'il parle de la diversification. Et on a toute la ceinture aurifère que nous regardons encore dans notre fichier cadastral. À l'est de la RDC, nous avons au moins 6 à 8 compagnies industrielles qui sont dans l'or, mais aucune ne fonctionne. Et lorsqu'on regarde le prix de l'or aujourd'hui, il a augmenté de 31% depuis cette année. Alors comment se fait-il qu'avec un tel pactole, aucune de ces sociétés ne fonctionne? C'est la décision a été aussi soumise au ministre qui va prendre une décision là-dessus. Peut-être que, comme on a le ministre là, peut-être qu'il peut y répondre tout de suite. Oui, cher Alain, donc en fait, que l'on parle de Glencore et de ERG, je dirais ces sociétés ne vont pas se dire je vais investir au Congo, donnez-moi de l'argent. Même avec leurs banquiers, ça ne marchera pas. Ce qui marchera, c'est lorsqu'elles diront voici, j'ai un gisement qui me certifie une certaine quantité de minerais et sur base de ces minerais, ça me garantit une exploitation de plusieurs années avec un rendement X et ce qui permet justement à ces sociétés de pouvoir contracter leurs prêts et leurs emprunts pour le financement de leurs activités. Donc lorsque l'on explique que la République démocratique du Congo s'investit justement dans la recherche pour la certification des réserves et cette certification de réserve nous permettra justement de pouvoir attribuer certains permis avec une préférence nationale, de telle sorte à ce que nous aurons à ce moment-là des Congolais qui auront, je dirais, dans leurs mains des mines ou en tout cas des gisements certifiés qu'ils pourront utiliser pour aller lever, soit en partenariat, soit seuls s'ils sont assez solides, aller lever les fonds nécessaires pour mettre en développement la mine sur le gisement. Donc c'est ça le préalable en réalité, la certification de l'ensemble de ces gisements pour qu'ils puissent aller lever des fonds sur le marché, c'est ça? Effectivement, à partir du moment où on sait ce que l'on a, c'est ça qui garantit. Le principe est le même et c'est là où je suis parfois surpris. Vous avez parfois un gisement ici en RDC. Ce gisement appartient par exemple à la Gécamine et vous avez une société, un partenaire étranger qui vient et qui dit à la Gécamine, je vais vous amener des financements et ce financement fera en sorte que vous aurez 20% et nous aurons 80%. Mais en fait, cette société va à l'extérieur sur les marchés financiers et sur base justement de notre gisement, lève des capitaux dans leur pays à des taux parfois intéressants et reviennent en République démocratique du Congo dans leur joint venture et demandent à la Gécamine ou à leurs partenaires congolais de supporter ce prêt également. Et on se retrouve à ce moment-là avec la composante congolaise qui supporte une partie du prêt qui a été levé sur les marchés internationaux. Oui, c'est beaucoup arrivé ça. Forcément, on se retourne vers la Gécamine en disant, dans ces circonstances-là, vous êtes un peu acculé des deux côtés. Un peu acculé des deux côtés. Comment vous gérez ça? Est-ce que finalement, l'accompagnement des champions locaux ne doit pas venir de vous qui avez déjà une certaine expérience, un certain nombre de gisements que vous avez identifiés, qui peuvent être plus attribués à des nationaux qu'à des grandes firmes internationales, qu'à des partenaires que vous avez aujourd'hui? Ok, il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, la Gécamine investit elle-même dans de nouveaux projets. La production du germanium aujourd'hui qui vient d'avoir lieu, c'est avec la STL, une filiale 100% Gécamine, financée sur fonds propres Gécamine avec les banques locales. Cette fois-ci, on peut dire que les banques ont fait exception, ils nous ont accompagnés. Sur ces points-là, c'est une initiative que nous recommençons d'ailleurs. Pour l'instant, nous sommes restés
à aller tout seul, après à participer avec d'autres structures de l'État. C'est le cas de Primera, où la GECAMIN est actionnaire avec FOMIN aujourd'hui pour la filière de l'or, la filière artisanale de l'or. Ça, ce sont des initiatives que la GECAMIN prend. Alors, il y a l'autre côté des choses maintenant qu'il faut regarder. On s'est dit, la GECAMIN possède des actifs. Et dans le passé, la GECAMIN a mis ses actifs dans des partenariats, comme l'a si bien dit le ministre, où les gens ont amené des dettes au lieu d'amener du capital. C'est pour ça, aujourd'hui, l'approche que la GECAMIN a adoptée, ça s'est révélé sur les 2 derniers grands contrats partenariats qu'il a conclus, à Desiwa et puis à Cambove. Nous partons sur le principe où nous amenons un actif qui doit être valorisé. Et le partenaire en face doit amener l'équivalent de cet actif-là. S'il n'amène pas l'équivalent de l'actif, il nous paye l'actif. Sinon, nous ne faisons pas le partenariat avec. Donc, c'est des partenariats où nous partons gagnant-gagnant, 50-50. Donc, voilà la nouvelle stratégie, l'approche que la GECAMIN a. Ayant essayé de créer des filiales, de faire des partenariats avec d'autres structures de l'État, ça nous amène à se dire la prochaine étape serait de faire des partenariats avec des Congolais, des sociétés privées congolaises avec lesquelles nous allons évoluer. Aujourd'hui, nous tentons cette expérience à petite échelle, c'est-à-dire que quand un partenaire, un entrepreneur congolais nous contacte, malheureusement, la plupart, il y a des Chinois derrière, mais on va en trouver qui n'auront pas de Chinois, qui seront seuls. Quand un partenaire nous contacte, on lui dit, on fait une tripartite. Nous mettons l'actif à disposition, le partenaire, dans un premier temps, s'occupe de la logistique et nous trouvons un opérateur pour traiter le minerai. Et nous partageons les bénéfices selon les modalités convenues. Ça, c'est pour amener aussi des partenaires congolais à entrer dans le secteur minier qui exige des fois des fonds très importants. On parle de fonds et c'est justement là la grande question. Je veux oser poser la question à quelqu'un qui est dans la grande structure mais qui regarde ça, qui a un regard transversal et qui est congolaise. Marie-Chantal, quand vous regardez tout ça, là on vient de parler de l'exemple de STL à l'intérieur de la GECAMIN qui a levé quand même 70 millions de dollars, je crois, pour le germanium. Effectivement. Avec des banques locales, même si la GECAMIN a apporté la grande partie, mais on a quand même réussi à lever à peu près 30-35 millions de dollars en interne. Est-ce qu'il ne manque pas de volonté de la part même des banquiers? Parce que quand on écoute ces sommes, et quand on regarde les banques qui sont dans la sous-région, pour ne pas parler seulement du Congo, on se dit on peut faire ça, que peut-être qu'il y a un manque de, on va dire, de bonne volonté ou de travail professionnel pour syndiquer ces comptes-là, non? Écoutez, moi j'ai quand même quelques années d'expérience dans le secteur minier en RDC. J'ai commencé dans l'or, je suis allée dans le diamant. Aujourd'hui, je me retrouve dans le cuivre et le cobalt. Et malheureusement, c'est vrai que c'est un peu toujours la même histoire. C'est vrai qu'on parle d'exploration ici. Moi, j'ai commencé ma carrière dans l'exploration. Que ce soit avec AngloGold, Ashanti ou De Beers. On a eu à faire de l'exploration et je me rappelle que quand De Beers a dû quitter la RDC, on a soumis à l'État congolais tous les résultats des recherches. Mais qu'est-ce qui en a été fait? Rien. Ben, à mon avis, quand je regarde dans le Kasaï, je ne pense pas qu'on ait développé les projets dans lesquels la De Beers, et ici je parle de plus de 15 ans. Et pourquoi, selon vous, ça reste lettre morte? Ben, je ne sais pas. Je pense que aujourd'hui, la vision est tout à fait différente, certainement, qu'il y a une nouvelle vision qui se dit en fait que c'est vrai que le Congolais peut en profiter, mais ça n'a pas existé dans les années passées. C'est vrai que quand j'entends Monsieur
qu'elle a parlé aujourd'hui de l'approche de la GECAMIN. C'est une nouvelle approche. C'est ça le New Deal. Ça n'existait pas avant. Alors, je me dis, oui, c'est vrai que tout le monde veut des millionnaires congolais, mais il faut travailler pour devenir millionnaire aussi. Parce que ce n'est pas un coup, un deal et je deviens millionnaire. Le secteur minier est un secteur très, très, très difficile. Ce n'est pas parce que j'ai eu un permis où il y a une certaine certification que je deviendrai millionnaire. Je peux investir et ne pas finalement retrouver ce que ma mise aussi. Donc je pense qu'il y a tout ça qu'il faut regarder. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'artisans miniers. Mais qu'est-ce que les artisans miniers font? Ils essayent de devenir millionnaires. Aujourd'hui, certains se mettent en coopérative parce qu'on n'en parle pas, mais il y a beaucoup de coopératives. Et les coopératives sont en général gérées par des Congolais. Mais qu'est-ce qu'ils apportent aux Congolais qui travaillent avec eux? Souvent, le responsable de la coopérative se fait peut-être quelques millions, mais tous les autres artisans qui font partie de cette coopérative ne gagnent pratiquement rien du tout. Donc, je pense qu'il faut en tenir compte et je suis contente que le ministre parle de tout un plan parce que oui, il doit y avoir un plan. À l'époque, quand on parlait de la GECAMIN et qu'on cherchait un géologue, qu'on cherchait un expert en mine, on allait directement à la GECAMIN. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été très bien formés. Ici, on ne parle pas de formation, mais le secteur minier est un secteur pointu. Aujourd'hui, quelles sont les formations que nous avons dans nos universités pour faire des experts en mines pointus? La plupart vont à l'étranger, alors que nous avons des grandes écoles, des grandes universités ici en RDC. Ça, c'est un point. Un autre point, c'est que, oui, on parle du secteur minier, du cobalt, mais on doit aussi tenir compte aujourd'hui de la réputation de la RDC. Malheureusement, la réputation de la RDC est toujours tellement négative et sa production avec. Mais ce que je constate, c'est que, par exemple, quand on parle du cobalt, du coltan, ça crée problème. Mais quand on parle du cuivre, ça ne crée pas nécessairement problème. Donc il y a certains Pourquoi, minerais, selon vous? Il y a certains minerais qui, bon, c'est vrai que la RDC détient 70% des réserves du cobalt aussi. Mais je pense que ce sont des points tellement importants. Et en tant qu'entreprise, c'est vrai que vous avez un peu balayé ce que Dina disait. Mais aujourd'hui, en tant qu'entreprise, nous sommes obligés d'avoir des assurances, des certificats internationaux, tout simplement pour faire accepter notre cobalt produit en RDC. La plupart de la production de la RDC va vers la Chine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Chine est le patron. Ce qui fait que c'est la Chine qui décide sous quelle forme elle veut son cobalt. Donc on nous parle de transformation en RDC, mais moi je réponds, ouvrez les marchés aux autres. En tant qu'entreprise aujourd'hui, nous nous battons pour qu'aux États-Unis on accepte notre cobalt. C'est vrai que Tesla aujourd'hui, on en est très fiers, achète notre cobalt. Mais on aimerait avoir plusieurs Tesla, on aimerait que toutes ces structures-là puissent acheter notre cobalt pour ne pas être si dépendants de la Chine. Et je vais terminer par là. C'est que je pense aussi que quand on veut être maître, on doit consommer en interne. Il y a des lois qui doivent être changées. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des bus électriques ? Pourquoi est-ce que toutes les motos que l'on voit circuler ne sont pas des motos électriques? Pourquoi est-ce que tous les taxis ne sont pas des taxis électriques? Je pense que
on a tellement dans le pays, mais malheureusement, on n'a pas changé notre façon à nous de vivre pour pouvoir transformer, consommer localement, et surtout quand on parle de la grandeur du marché congolais. Je sais que je me suis un peu éloignée, mais je veux un peu... Puis ça m'arrange parce que Merci. j'en profite pour faire aussi la promotion de quelque chose que nous allons faire, n'est-ce pas? Puisque Mansa sera à Kinshasa, à l'hôtel Rotana, pour parler de l'impératif de la transformation locale, et vous parlez des véhicules, des motos et de tout ce qu'on peut transformer ici sur place. Et la loi. On va revenir au ministre dans un instant sur la question de la loi. Mais je voyais Mme MacLeod qui voulait réagir lorsque vous parliez du cobalt congolais que l'on a du mal à accepter sur certains marchés, simplement parce que c'est un minerai stratégique où il faut garder la main dessus, si j'ai bien compris. Yeah, I wanted to build on what Madame Kanida has said. First of all, again, I think on this panel I'm going to be the person who talks and complains about the rest of the world, which is not doing enough. But I just wanted to say that the number of standards, the number of things, the increasing number of things that companies have to do to satisfy. And it's not just the standards, it is the standards of the miners, it is the standards of the producers, and then it is the standards of the end users. And they all have to come and visit the sites, and they all have their own different ways of doing business. And that's why I wanted to repeat how important it is that the copper mark, which is one standard that is very well respected, that both the companies represented here, the private companies represented here have applied for it. So copper mark is one way to cut down. But if I can broaden my complaint of the world, I wanted to say two things also. First of all, there are times when countries in the world want RDC's minerals, but at the same time do things to prevent RDC from being able to sell on the market. So recently the Cobalt Institute had a workshop where many of those on the panel were in attendance to discuss the US Department of Labor's decision to put DRC cobalt on the list of concern when it comes to forced adult labor. At the same time that the Mineral Securities Partnership is saying, oh, we really want to do business with you. It makes no sense sometimes when policies don't follow strategies. And then finally, to build on Mr. Mabolia's point about the fact that only 30% of the RDC's wealth has been explored. We were in Saudi Arabia in January of this year, where Saudi Arabia is also deciding to explore its own country. But the difference there is that they have billions upon billions of dollars to put toward that. So I would say, just finally, that Saudi at that time signed an agreement with the RDC. It now has to follow through on that agreement. And likewise, the agreement that the EU has signed with the RDC, where is that going to go? Agreements must be followed up by action, and not action that is against what the strategic desires of everybody. Thank you. Alors, moi je vais revenir à ma question parce que c'est important ce que vous dites, mais je suis focus sur un aspect qui m'a été demandé, c'est de dire, est-ce que finalement, quand on regarde tout ça, on va revenir sur la question de la formation, quand on regarde tout ça, ma question était celle de savoir, est-ce que les banques ne manquent pas aussi de courage dans cette aventure-là? Est-ce que les banquiers congolais, pour la plupart, ne manquent pas de courage pour accompagner cette aventure, et même pour la transformation dont on parle, parce que même si on veut faire la transformation, on ne va pas attendre que ça vienne des autres. Est-ce que, M. Tréant, vous pensez que les banques locales manquent de courage ou devraient s'unir pour pouvoir accompagner tout ça? Parce qu'en réalité, on ne peut pas toujours regarder à l'international. Oui, oui, bien sûr. Mais les banques locales ont des... Moi, je ne pense pas qu'elles manquent de courage. IRJ, on a pas mal de lignes de financement des banques locales. Évidemment, il faut donner des garanties et tout ce genre de choses, mais les banques locales... Mais là, on parle de garantie. Si quelqu'un, un actif, comme on dit dans le domaine,
qui est avéré et qui est certifié, est-ce que vous pensez que les banques locales peuvent lever des fonds pour l'accompagner? Je vois Marie-Chantal qui évidemment, pense que c'est infaisable. Évidemment, c'est la base, mais les banquiers veulent toujours plus de garanties parce que même s'ils ont un actif de l'or, du cuivre, du cobalt qui vaut autant, le banquier, si la personne ne paye pas son emprunt ou brûle le cash et finit pas le projet, c'est pas le banquier qui va gérer ce projet. Pourquoi il finirait plus le cash que les autres? Est-ce qu'il a un ADN qui fait qu'il ne puisse pas gérer? Non, mais c'est partout la même chose. Hein. Les garanties sont partout la même chose. Et les banquiers demandent des garanties 4-5 fois le prix de ce qu'ils prêtent en général. Mais les banques locales, honnêtement, moi j'ai été chez Trafigura en 2012-2017. Je suis revenu il y a 6 mois en RDC et je vois une grosse amélioration dans les banques locales. Je pense qu'elles sont beaucoup plus risk adverse et beaucoup plus... les montants qu'ils prêtent aussi, si je regarde chez nous notre expérience, c'est quand même pas mal. Après, il faut réussir à prouver aux banquiers Non, mais je regarde le cas, par exemple, dont on parle de la GECAMIN avec STL sur le germanium. Il y a quand même 35 millions de dollars qui ont été levés par des banques locales. Est-ce que ça ne devrait pas être quelque chose qui devienne, on va dire, habituel? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça devienne quelque chose de normal, un fonctionnement normal comme on le ferait ailleurs? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Je ne sais pas ce que, Moi, j'ai envie de poser la question. Monsieur Mabiola, pour vous, qu'est-ce qui fait que ça ne puisse pas arriver, que ça ne soit pas, on va dire, la normale? Je crois que le problème qu'il faut regarder d'abord, c'est la structure des banques ici au Congo. Aucune n'est congolaise à 100%. Elles sont toutes des filiales de compagnies qui sont basées au Kenya, un peu partout. Donc ceux qui sont ici ont un peu une mentalité de, comme on a dit, risk averse. On ne veut pas aller, et si on doit aller au-delà, il faut qu'on demande à notre headquarters qui est en dehors, que ce soit EcoBank. On n'a aucune banque congolaise. Maintenant, dans le système congolais, ce que nous avons à peine, encore une fois, le fonds minier pour les générations futures qui est disponible. On a le FPI, et puis on a les autres qui sont des canards boiteux, genre Cadeco ou alors Sofidé. Donc il n'y a pas encore toute une structure capable d'accompagner le secteur minier dans ça. Donc ils vont peiner pour avoir autre chose. Il faut avoir des informations fiables. Ça fait 60 ans que nous sommes dans le secteur indépendant. On parle de certification, mais qui certifie? C'est une personne avec les qualités qui fait partie d'une corporation internationale et qui peut certifier une mine. Au Congo, on n'a pas. Et donc, ça veut dire que lorsqu'on va arriver à ce point-là, on devrait compter sur des personnes étrangères pour certifier. C'est encore ce que Marie-Chantal disait, c'est le problème qu'il faut revoir les formations. C'est un domaine extrêmement important dans un pays où on a à peine 20% de ce que l'on connaît. Il faut qu'on ait beaucoup de gens capables pour certifier. C'est comme ça que j'avais dit l'autre fois. Enfin, quand il y a eu la décision du Conseil des ministres, c'est là où je me suis aperçu que, tiens, il n'y avait personne qui pouvait certifier nos matières. Et nous avons donc sollicité, nous sommes en train de réfléchir à envoyer des Congolais du cadastre minier en formation pour qu'ils soient capables de certifier les mines. Ça, ce serait déjà important. Et on donnerait peut-être confiance à ce moment-là aux banques locales, parce que s'il n'y a pas ça, il faut faire venir quelqu'un et ça coûte extrêmement cher la certification d'une mine. Donc je crois que c'est tout ça. Là, c'est un peu... C'est très complexe finalement quand on regarde et on parle de New Deal. C'est peut-être le moment que nous prenions des décisions qui soient des décisions qui nous fassent avancer. Marie-Chantal a parlé de formation. On a quand même un problème, 64 ans après les indépendances, monsieur le ministre. Comment est-ce possible qu'on n'ait pas suffisamment de ressources dans un domaine qui est celui dans lequel on devrait avoir le plus de ressources? Le Congo, quand on regarde, c'est une richesse insolente. Mais là, on n'a pas des gens pour certifier, pour accompagner, sur toute la chaîne finalement. Comment expliquer ça? Est-ce que l'État peut s'engager là-dessus et dire on va avoir une école des mines avec tous les métiers à l'intérieur bientôt? Est-ce qu'on peut compter là-dessus? Parce que c'est peut-être ça l'urgence, non? Si on veut parler de champions, il faut des gens qui soient professionnels. Donc ils sortent des écoles où nous les avons formés. Oui. Donc, cher Alain, il faut dire d'abord que sous ce secteur, comme ça a été rappelé un peu ici, au niveau national, nous avons connu, je dirais, un déclin
qui a fait que même la Gécamine, qui était une société qui commercialisait l'ensemble de sa production, à l'époque 400 000 tonnes de cuivre par an, cette même Gécamine, je dirais, avec les différents événements qui se sont déroulés au niveau de la République, s'est fragilisée, mais également d'autres sociétés étatiques. Aujourd'hui, dans le cas d'espèces, par exemple, nous retrouvons la Gécamine qui recommence à commercialiser une partie de sa production dans les différentes joint ventures. Nous étions, je dirais, assez... tout le système s'était effondré et maintenant nous œuvrons à reconstruire ce système, à le remettre en ordre de marche, de sorte à ce que plus tard, nous pourrions donner plus de confiance, un climat des affaires, mais également, quand vous parlez de formation, nous réinvestissons dans les universités à Lubumbashi pour pouvoir remettre en place ces écoles de formation. Le DG du CAMI vient de rappeler que nous mettons en place maintenant nous prenons des pour envoyer des géologues congolais pour qu'ils puissent être habilités à certifier selon les normes JORC, qui sont les normes en vigueur dans ce secteur. Donc voilà, c'est tout un système qui, je dirais, était ébranlé pour différents maux et différents événements par lesquels la République a traversé. Et donc cela se met petit à petit en marche et en place pour que demain, justement, ce secteur minier, qui contribue déjà beaucoup au budget de l'État, et qui est le premier contributeur au budget de l'État, mais qu'il puisse justement assurer le développement de notre pays en termes d'infrastructures routières et électriques, mais également pour pouvoir assurer le bien-être socio-économique de nos populations. Alors nous, quand on est venu, on s'est dit, on veut partir d'ici avec des idées, puisqu'on a dit des New Deal. Et on veut un New Deal qui soit clair pour tous. Moi, j'ai visité un peu de part en part la Gécamine ces dernières années, et la question est toujours, et la réflexion est toujours la même, celle présentée par Marie-Chantal tout à l'heure, en disant on a perdu l'expertise. Est-ce que c'est la Gécamine ou l'État ou qui doit maintenant qu'on a pris conscience de la situation, est-ce que c'est la Gécamine qui doit former des gens, qui doit se lancer dans la formation qui est clé, ou l'État qui doit le faire? Et quand? Parce que ça urge. J'ai envie de poser la question d'abord à la Gécamine et ensuite peut-être que le ministre va revenir là-dessus. Et Marie-Chantal, je vois que Marie-Chantal veut réagir. Vous allez réagir juste après M. Kala. Ok, d'accord, merci. Alors, il faut prendre le problème à la source. Aujourd'hui, le constat est que nous avons des unités de production minière. Nous n'avons pas une industrie minière. Je vous explique. La Gécamine a un institut de formation professionnelle, Mutoshi. Kamoa est en train de mettre en place ses projets d'une école d'excellence. Ce n'est pas en concertation avec tous les autres. Alors, si on était une industrie minière, on ferait de la formation pour tout le monde au même moment. C'est vrai qu'il y a un déficit criant au niveau de l'expertise. Nous n'avons pas une éducation de qualité d'abord, ça c'est un, et puis une formation professionnelle qui soit adéquate avec l'industrie minière. De mon passage à KCC, on a entamé une démarche qui était de rapprocher l'université à l'usine et l'usine de l'université. C'était pour amener les jeunes qui étudiaient de comprendre exactement quelle est l'évolution technologique qu'ils avaient en face. Parce que des fois, quand ils sortaient de l'école, ils n'étaient pas en adéquation avec ce qui se faisait au-dessus dans le monde du travail. Donc, je pense que la responsabilité n'est pas simplement de l'État. La responsabilité est aussi au niveau des entreprises minières. Aujourd'hui, la plupart des entreprises minières dans le Grand Katanga ont investi énormément d'argent pour produire. Donc, ils entrent dans une phase de maintenance.
Mais qui va maintenir ces équipements? Quand vous cherchez demain des soudeurs de haute précision, on ne les trouve pas chez nous. Donc vous êtes obligé, même pour la maintenance de ces équipements-là, faire venir des étrangers pour le faire. C'est là où l'industrie minière doit se résoudre ensemble à créer des formations sur place sur le besoin spécifique, sur ces besoins spécifiques, je voulais dire. Voilà ce que je peux répondre. Marie-Chantal? Non, j'appuie tout à fait ce que Monsieur Gall a dit. Et je dirais que c'est vrai que c'est notre responsabilité à tous. Et nous, en tant qu'entreprise, nous mettons beaucoup d'emphase sur la formation. Nous la faisons localement. Nous la faisons à l'étranger, c'est-à-dire envoyer certains de nos employés à l'étranger sur certaines formations. Et bientôt, ce que nous voulons faire aussi, c'est des échanges. Envoyer des Congolais dans certaines de nos mines en Amérique latine, en Australie ou au Canada, et vice-versa, pour leur donner cette expérience aussi internationale et leur permettre de venir l'appliquer en RDC. Mais c'est vrai qu'ici, il ne s'agit pas que de la responsabilité de l'État, il s'agit de notre responsabilité à tous. Et est-ce que l'État prend ses responsabilités dans ce cas? Je vois M. Mabiola qui voulait dire quelque chose là-dessus. Ce que je peux dire, ou ce que, en tant que gestionnaire du cadastre minier, j'ai devant moi un fichier cadastral. Et je constate, puisqu'on parle de New Deal, qu'il y a des possibilités de faire des deals. Vous prenez le Bas-Congo, il y a deux matières qui sont assez importantes. Vous avez la bauxite et vous avez le manganèse. Il est idéalement situé. BHP est venu, il est reparti. Nous avons du fer du côté du Haut-Ouélé et Kisangani. Rio Tinto est venu, il a abandonné à cause, je crois, d'un problème d'infrastructure. Le fer est assez important, mais quand elle a vu tout ce qu'il fallait mettre en place, c'était compliqué. Donc, nous avons ces multisectoriels. Il nous faut préparer des infrastructures pour que les investisseurs puissent venir. Sinon, rien que se déplacer se pose problème. Vous allez chez nous à l'Équateur, il y a une mine à Mopodi perdue dans la forêt, mais ça fait 32 ans qu'on l'exploite de manière artisanale et ça ne finit pas. Le meilleur géologue, c'est l'artisan. Si pendant 32 ans, ils sont toujours là, ça veut dire que ça a une capacité d'être fait de manière industrielle. Mais il est presque quasiment impossible d'arriver par voiture ou par là-bas. Il faut aller à la moto. Donc il y a toute cette infrastructure qui empêche finalement de choses. Donc nous travaillons maintenant à essayer d'identifier des deals, comme vous dites ici, pour lesquels on peut remettre ça sur le tapis. La bauxite, comme j'ai dit, tout l'or à l'est de la RDC, là-bas, toutes ces sociétés qui ne tournent pas, nous allons essayer de travailler en quadrillant ça, amener de plus d'informations pour que les autorités, lorsqu'elles iront, elles vont maintenant proposer des projets qui seront assez avancés et qui peuvent attirer l'appétit des investisseurs. On a le sentiment lorsqu'on écoute que, en fait, on se réveille juste maintenant, quoi. C'est le sentiment que j'ai, c'est-à-dire au moment de ce deal, peut-être qu'il faudrait qu'on se réveille pour de vrai, parce que quand on regarde le cadastre minier, la GECAMIN, monsieur le ministre, c'est la même famille. On a l'impression que ce n'est pas encore vraiment totalement coordonné pour pouvoir mettre tout ça en musique. Il y a une nouvelle impulsion qui est là, qui est avec les nouvelles autorités. Il y a une volonté. Je crois qu'on a un peu secoué le fouet. Et puis bon, on a grandi, on a mûri, je crois, et que maintenant, on est en train de, comme dit le ministre, je veux des quick wins. Et donc tout le monde se réveille, il faut aller vers les quick wins, il faut aller de l'avant et sortir des sentiers battus. Et c'est exactement ce que nous faisons. Au niveau du cadastre minier, nous avons ça. Nous faisons un assainissement du fichier cadastral. On a augmenté les frais. Nos compatriotes se plaignent qu'on a beaucoup augmenté, mais on a vu ici qu'ils ne savent pas faire grand-chose avec ça. Donc il faut trouver des solutions assez pratiques là-dessus. Et c'est le regroupement et où donner déjà plus d'informations dans des endroits et comment présenter un projet. Nous allons beaucoup dans des conférences ou dans des forums, mais on n'a pas encore cette capacité de répondre aux standards de ce qu'on attend en termes d'information.
Donc préparer un projet, j'ai un carré minier, mais il faut le savoir comment, le structurer, comment, qu'est-ce qu'a besoin l'investisseur comme information pour pouvoir embarquer. Et ça prend toute une formation et nous sommes en train de travailler là-dessus et ça commence à porter des fruits. Alors justement, vous parlez du quick win dont parle souvent Monsieur le ministre. On a envie d'écouter le quick win un peu. C'est quoi le quick win? Eh bien, cher Alain, d'abord, moi, je voudrais, je dirais, chuter en tout cas sur une note positive en disant que le New Deal a commencé déjà. Vous prenez des cas comme STL, 100% congolais. Vous prenez des cas comme Primera Gold, 100% congolais aujourd'hui. Vous prenez des exportations qui se font aujourd'hui 100% congolaises. Vous prenez, aujourd'hui, nous mettons en place également des dispositions pour lever des grosses sommes d'argent pour pouvoir avoir une mine et une activité minière 100% congolaise sur certains permis. Donc, par là, je veux dire que le New Deal a commencé. La République démocratique du Congo se réapproprie, je dirais, son destin. Pour ça, au niveau du gouvernement, nous travaillons également, et comme je l'ai dit dans mon discours d'introduction, à mettre en place les infrastructures électriques nécessaires, à mettre en place les infrastructures routières nécessaires. Nous avons le corridor de Lobito qui est en train de développer avec du chemin de fer. Et des charges minières ont déjà été mises sur ce corridor pour l'exportation au travers de l'Angola. La GECAMINE réinvestit dans son centre de formation. Donc, je dirais, le New Deal a commencé et petit à petit, le changement se fera. Et cela se fera de manière à faire une exploitation minière responsable, une exploitation minière qui garantira un approvisionnement des minerais de manière durable et avec une diligence raisonnable. Alors, est-ce que l'autre partie de ce New Deal, ce n'est pas la transformation dont vous parliez, Marie-Chantal? Est-ce que ce n'est pas ça, l'autre partie urgente, la transformation locale, Marie-Chantal? D'abord, je voudrais quand même revenir à ce que le ministre dit. On se sent quand même un peu lésé parce que c'est vrai qu'il ne parle que de l'autre côté et il n'encourage que de l'autre côté alors que nous sommes quand même des grands investisseurs. Je vous ai dit ici que... Mais je pense que vous êtes bien placé pour dire que, en tout cas à votre niveau, le climat des affaires est difficile mais s'améliore avec les différentes décisions qui ont été portées pour Glencore. Oui, Excellence, mais je voulais dire que quand vous parlez de New Deal, quand vous parlez de choses positives, j'ai quand même envie de dire que quand ici j'explique que Glencore arrive à exporter ou Tesla achète le cobalt de la RDC, c'est pour dire que c'est aussi positif. Ce sont des deals positifs et on voudrait en voir encore plus. Donc, j'aurais quand même voulu que son Excellence, Monsieur le Ministre, nous encourage aussi dans ce sens-là, parce qu'il s'agit du cobalt de la RDC. C'est un début et je suis sûre que ça continuera et ça augmentera. Non, tout à fait. Je voulais plutôt vous laisser la primeur de présenter cela. Je ne voulais pas vous voler la vedette. Alors, on va procéder rapidement, puisque le temps tourne vite et qu'on a commencé en retard, à quelques questions dans la salle. Donc, je ne sais pas où il est le micro, pour qu'on le ramène. Je vois qu'il y a deux mains qui se lèvent ici, devant, sur le côté. Vous donnez à monsieur tout devant. Merci Alain. Je suis professeur Jean-Marie Kanda. C'est avec ma casquette de professeur que j'aimerais réagir sur la question de l'expertise et de la formation. Je ne voudrais pas être totalement d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas
une expertise locale qui soutiendrait l'industrie minière. J'ai été doyen de la faculté polytechnique de l'université de Lubumbashi pendant 3 ans. Et en tant que doyen, j'ai pratiquement eu à rencontrer toutes les personnalités devant vous. Et je crois que la question qu'il faut dire, parce qu'on parle du New Deal, c'est de formaliser en fait la collaboration entre l'industrie et le secteur de la formation. Nous pensons travailler toujours sur 3 référentiels, un référentiel métier, un référentiel compétences et un référentiel formation. Et il appartient à l'université d'aller vers l'industrie et de dire quels sont les besoins en termes de compétences attendues pour que l'université ou les instituts de formation adaptent le programme. Et j'ai eu avec Glencore, et on continue d'ailleurs à travailler sur ça, nous savons tous que la flottation va revenir parce que tout le monde va sur des gisements de sulfure. Et donc, il faut apprendre à nos étudiants comment maîtriser la flottation. Mais pour Kamoa, par exemple, pour ne citer que eux, 80% des ingénieurs qui sont à Kamoa viennent de ma faculté. Et Kamoa tourne. Glencore, de la mine à, je ne sais pas moi, à l'environnement. Il y a certes des questions spécifiques sur la chaudronnerie, la peinture industrielle, qui sont des problèmes qui ne sont plus au niveau de l'université, mais au niveau de la formation locale, qui, à l'époque de la GECAMIN, moi j'ai fait Mutoshi, comme beaucoup d'autres personnalités aujourd'hui dans ce pays, on avait des soudeurs. Moi j'ai appris à souder. On va faire court, comme ça si vous avez besoin donc de réponse. j'aimerais rassurer qu'on ne devrait pas, dans un forum comme celui-ci, dire un peu assez simplement qu'il y a un problème de formation et d'expertise en RDC. Merci. Merci. On va prendre une autre réaction avant qu'on apporte une réponse parce qu'il vous interpelle directement là-dessus. Je m'appelle Adrien Monsengo, je suis ingénieur civil de mines de l'université de Lubumbashi. Et j'ai travaillé comme Marie Chantal avec beaucoup de structures, entre autres Rio Tinto dont il a mentionné, et Anglo-Américain et ESCOM. J'ai un commentaire à faire sur les investissements. Je crois qu'on a beaucoup misé sur les banques. Je vais vous donner juste une ligne de... Rapidement. Oui, rapidement. L'exploration prend à peu près 2 à 5 ans. Donc, dans le cas de Rio Tinto, on a dépensé 50 millions de dollars en 4 ans dans la province orientale. Puis on a cédé ça au gouvernement. Alors la question qui se pose, aucune banque ne va te donner ça. Ce sont les fonds propres. C'est avec les fonds propres qu'on commence l'exploration. Et pour ton information, à Rio Tinto, on a fait une moyenne. Vous avez besoin au moins de 91 millions de dollars pour faire une découverte. Quand je parle d'une découverte, ça dit que c'est un gisement que vous avez découvert. Et dès là, on parle normalement dans nos termes, on disait que c'était order of magnitude study. C'est-à-dire c'est un dépôt que vous avez découvert. Il faut passer maintenant à l'étude de préfaisabilité. Après faisabilité. Donc ça demande en gros beaucoup d'argent dans la recherche pour pouvoir découvrir. Donc vous avez au moins une dizaine d'années pour découvrir une mine. Alors je ne vois pas pourquoi on doit dire qu'il faut aller emprunter l'argent vers les banques. Ça c'est très très dangereux. Ça c'est un. Alors, ce sont les fonds propres. Ça c'est un. Deuxièmement, sur les infrastructures, vous ne trouverez pas une mine au milieu de Kinshasa. Ils sont tous dans des coins très reculés, comme on l'a dit. Vous allez aller dans la province orientale. Le fer, c'est sur 650 km, c'est aller de Kinshasa à Matadi, et sur une largeur de 300 km. Donc vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas d'infrastructure. Donc Rio Tinto qui voulait développer une mine de fer, il se retrouve dans une situation pour aller à l'est. C'est 1700 km. Pour aller à l'ouest, c'est 1600 km. C'est pratiquement le même problème qu'on a eu à Simandou. Simandou qui est à 700 km de la côte, donc vous vous rendez compte que l'investisseur qui vient doit maintenant investir dans des infrastructures, qui n'est pas son problème. Donc le pays doit aussi penser à développer ces infrastructures pour qu'il y ait des investissements. Ou imposer ça à celui qui veut. Absolument. Les Congolais, il y a beaucoup de Congolais qui ont de l'expertise, qui peuvent avoir des mines. Mais les financements, c'est un grand, grand problème. Mais ce ne sont pas les banques congolaises qui vont le résoudre. Aucune banque au Congo ne peut vous donner 100 millions de dollars sans faire une syndication. Donc c'est un problème un peu beaucoup plus compliqué. Alors sur ce, pour avoir les New Deal, il faut amener les marchés au Congo. Pourquoi on ne crée pas une bourse en RDC comme on l'a créé en Afrique du Sud ou en Zambie? Et troisièmement, les Congolais risquent très élevé. Il faut qu'on soit franc.
Si quelqu'un veut emprunter l'argent ou il a son fonds propre, il mettrait un intérêt de 6% s'il est en Zambie. Mais au Congo, ça sera 6 plus 13. Ça devient 19%. Donc notre profil, comme l'a dit Marie Chantal, elle n'est pas bonne. Il faut qu'on l'admette. Donc on doit créer un climat des affaires où quelqu'un qui va amener son argent, il va donner les mêmes 6% qu'il donne en Zambie. Je ne comprends pas quand on traverse la frontière, les taux de risque est de 6%. Et quand on traverse de l'autre côté, les taux de risque est de 19%. Donc il y a un problème là-dessus. Bonjour, je m'appelle François Serre, je suis avocat à Paris. Je voulais revenir sur cette question de transformation. Et est-ce que le titre n'est pas biaisé, c'est-à-dire recherche sous-sol pour l'exploiter? Est-ce que ce n'est pas pour le transformer plutôt? Et cette notion de transformation est importante. Et le problème du manque de volonté politique qui a été évoqué par Alain Foucault depuis 60 ans et ce réveil qui est constaté, est-ce qu'il est suffisamment intégré dans le cadre réglementaire que M. le ministre a évoqué? Est-ce qu'aujourd'hui, on a un cadre réglementaire qui est orienté vers l'exploration et l'exploitation? Est-ce qu'il est suffisamment orienté vers la transformation? Je sais, pour avoir rencontré le ministère il y a quelque temps, qu'il y a des obligations ou des textes d'application concernant le montant et le quantité de cobalt, de lithium, etc., qui doivent être vendus localement. Mais pourquoi pas obliger également des transformations locales? Il y a cet après-midi un panel sur les zones économiques spéciales. Donc le house, en fait, le véritable hébergement, c'est mining et industrie. Et en fait, le développement en RDC le long des corridors des zones économiques spéciales va être véritablement un endroit pour assurer cette transformation et pour en assurer l'obligation. Il y a notamment au Bénin et au Gabon deux législations très importantes. Il n'y a pas d'investissement, ce n'est pas la peine de venir si vous ne transformez pas. Il n'y a pas d'exportation si vous ne transformez pas substantiellement. Donc je pense qu'il y a là des orientations très importantes pour permettre qu'effectivement on construise des espaces réservés aux entreprises nationales. Madame, je pense que le succès, ce n'est pas que Glencore vende Tesla, c'est que Tesla s'installe en RDC, dans une zone économique spéciale, pour développer, comme Renault l'a fait à Tangemed, pour développer un écosystème autour de cette zone. Donc le problème, c'est aussi la captation de valeur. Entre le téléphone que je vais acheter à la FNAC à Paris et la valeur du lithium que vous vendez aussi, il y a à l'évidence un problème. Donc en fait, il manque, à mon avis, et dans la législation sur les partenariats publics-privés, des obligations en termes d'obligations de réserve à des entreprises nationales et des entreprises à capital physique congolais. Deuxièmement, je reviens, on parle de Simandou. Rapidement. Sur un dernier point, je reviens également de Guinée, Simandou, etc. Il y a une législation sur le contenu local en Guinée qui est inédite en Afrique. Absolument. Avec des obligations qui sont extraordinaires. 40% de co-traitance, etc. Obligation de transfert de technologie, obligation de création d'unités industrielles. Tout ça nécessite effectivement un renforcement local qui est le rôle de l'État. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème dans la législation minière et dans sa relation avec la législation sur les zones économiques spéciales, parce que c'est là où va se faire la transformation. Merci. Merci. Avant qu'on continue, il y a 3 réflexions qui vous interpellent tous. Qui a envie de commencer à apporter une réponse? Monsieur le ministre? Voilà. Je vais commencer par la question du juriste que je vais inviter de relire le Code des règlements miniers qui implique et qui spécifie d'abord que 100% de la sous-traitance devrait être accordée à des entreprises avec des capitaux congolais, avec des capitaux de minimum 51% congolais. Mais ensuite, ces mêmes législations imposent que la transformation, dans les textes déjà, que la transformation se fasse localement. Donc, je dirais que c'est plus une application de ces textes qui doit être faite plutôt que de mettre en place tous ces dispositifs. Nous avons le Conseil congolais de la batterie qui travaille avec la Zambie pour justement mettre en place toute une activité de production locale de batteries pour les véhicules électriques. Donc ça, c'est pour dire cela. Par rapport aux formations, effectivement, aujourd'hui, on retrouve des Congolais à l'étranger, on retrouve des Congolais, des géologues qui ont développé, qui ont mis en place avec des partenaires qui travaillaient pour des gens,
En Sierra Leone, par exemple, vous retrouvez des géologues congolais qui ont été recrutés pour développer les activités minières. Donc, on a encore, comme je disais, on est passé par une crise. On a un bon potentiel de géologues très bien formés, mais petit à petit, ces géologues, je dirais, arrivent en fin de carrière. Et donc, c'est là où on doit redynamiser tous les aspects de formation. Donc, ce n'est pas que l'on n'en a pas, mais c'est qu'il faut assurer la relève plutôt. Donc, voilà. Donc, pour le faire principalement à Banalia, effectivement, nous avons des quantités énormes de fer qui nécessitent des infrastructures pour l'évacuation de ce fer. Mais nous avons, et nous allons présenter en Conseil des ministres bientôt, tout un plan pour utiliser justement ce fer pour créer pour développer et créer tout un développement de nos infrastructures, que ce soit de l'électricité, mais également des infrastructures routières et navales. Je dirais plutôt c'est la mine en fait qui crée le développement. Et si on reprend une ville comme Kolwezi, il y a 20 ans pour acheminer des minerais de Kolwezi vers les points de sortie frontaliers, cela prenait plusieurs jours. Mais aujourd'hui, nous avons une route qui a été refaite d'ailleurs récemment, qui nous permet d'évacuer ces minerais, je dirais, en un temps plus court que cela. Donc c'est vraiment la mine. Le cas de Simandou a été rappelé, c'est également le cas en Guinée avec Rio Tinto. C'est également la mine qui met en place toutes les infrastructures. Si on reprend la République démocratique du Congo, on l'a dit, dans la belle époque de la République démocratique du Congo, nous produisions 400 000 tonnes de cuivre et cela a permis de construire des villes comme Lubumbashi, Likasi, Kinshasa et quelques artères à Bruxelles d'ailleurs. Mais aujourd'hui, nous produisons 2 800 000 tonnes, mais nous ne voyons rien à part, je dirais, sur la région du Lualaba avec Kolwezi. Ce qui montre bien qu'il y a un besoin de transformation locale, qu'il y a une urgence de transformation locale dont il parlait à l'instant, en se disant, est-ce qu'on ne devrait pas imposer c'est écrit dans les une quantité? Parce que par exemple en Guinée, sur le cas du projet Simandou justement, et même de l'ensemble des mines, ils vous disent quand vous produisez telle quantité, vous devez avoir une raffinerie et vous devez travailler à fournir aussi l'énergie. Voilà, c'est là où nous travaillons, c'est le secteur de l'électricité. Pour transformer, il faut beaucoup d'énergie. Effectivement, c'est un secteur de transformation qui crée de l'emploi, mais qui crée également un transfert de technologie et un renforcement des capacités localement. Pour cela, il nous faut de l'énergie. Et le gouvernement, dans le cadre, je dirais, du coup d'accélérateur que nous souhaitons faire, c'est que depuis 2014, le secteur a été libéralisé, mais nous avons peu, on va dire, de nouvelles unités de production électrique. Donc maintenant, nous travaillons pour justement mettre rapidement en marche des projets, et certains projets de production électrique ont déjà vu le jour et nous allons accélérer le processus. Donc pour la transformation, c'est vraiment les aspects électriques et c'est en charge du gouvernement avec les investisseurs miniers par exemple, où nous pouvons faire en sorte de pouvoir développer cette industrie également. Alors j'ai l'organisation qui bouscule parce qu'on a dépassé les temps, mais vraiment en quelques mots, Chantal. Je voudrais juste revenir sur le point de Tesla. C'est vrai que nous tous, nous voudrions voir Tesla venir s'installer en RDC. Malheureusement, nous n'en sommes pas encore là. Et quand je parle de l'exportation, de l'achat du cobalt par Tesla, c'est assez extraordinaire pour nous parce que pendant des années, ça ne se faisait pas. Tout simplement à cause de la réputation du cobalt de la RDC. Et il nous faut beaucoup d'investissements
pour changer la réputation du cobalt de la RDC. On vous parle du RMI, on parle aujourd'hui du Coppermark, et ce sont des programmes d'assurance qui demandent énormément d'efforts, et c'est grâce à ces programmes d'assurance que nous implémentons qui fait que, au lieu que toute la production aille vers la Chine, certains vers l'Occident aujourd'hui acceptent d'acheter le cobalt en provenance de la RDC. Donc ça paraît anodin, mais je peux vous dire que quand vous êtes dedans, ça n'a rien d'anodin du tout. Et je voudrais rajouter que ici aussi, c'est vrai qu'il s'agit d'infrastructures, mais il s'agit aussi de l'offre et de la demande. Et là, je demanderai encore au gouvernement congolais de pousser pour que la production ne soit pas que achetée par une certaine que la production n'aille pas que vers une certaine destination, mais qu'elle soit beaucoup plus variée. Et je vous assure que la transformation pourra se faire. Merci. Malheureusement, on arrive au terme de ce panel. Je suppose que on a tiré quelques conclusions de l'échange que nous venons d'avoir et qu'on va les enrichir encore. On va enrichir encore cet échange dans d'autres cadres, puisque la question minière ne fait que commencer dans ce pays. Elle est au centre de tous les débats. Et je voudrais, au moment où nous terminons ce panel, vous convier à un événement majeur que propose Mansa, notre organisation à Kinshasa ce samedi, après Lomé, Bamako et Conakry. Mansa, qui compte désormais plus de 20 millions de sympathisants à travers le monde, sera d'abord ce vendredi à l'université de Kinshasa, de 10h à 13h, où tous les étudiants, toute personne est conviée. Puis samedi au Rotana, à l'hôtel Rotana à côté, à partir de 16h, nous parlerons justement de l'impératif de la transformation locale. Vous voyez que nous sommes toujours dans le même sujet et que c'est important, la transformation. Nous y tenons vraiment. Merci à vous, monsieur, madame, d'avoir accepté d'être là. Et on vous donne rendez-vous pour la suite du Makutano, 10e anniversaire, pendant toute cette semaine. Et bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci infiniment. Nous allons nous rendre dans quelques instants. Je vous ai rappelé le programme de tout à l'heure ici, à l'hôtel Sultani, je vous l'ai dit. Vient de se terminer le tout premier panel sur les télécommunications, les télécoms, avec pour thème « Quel New Deal pour accroître la pénétration réseau ?» Et il y avait comme intervenant M. Christian Katende, le président de l'autorité de régulation de la poste et télécommunications, ARPTC. M. Halil Al-Amerikani, il est le directeur de Vodacom République démocratique du Congo. M. Kolar Nkole, le directeur général d'Elos Tower RDC. Et avec comme modérateur le député national Chikuma Eric, promoteur de Zoom Echo. Tout à l'heure, dans la salle Yvonne, toujours à l'hôtel Sultani où nous allons nous rendre, est prévu un deuxième thème, panel avec pour thème bilan du baromètre climat des affaires. Un an après sa parution. On va vous rappeler les panélistes dans quelques instants. Je ne sais pas si la technique est en accord avec moi pour vous proposer tout d'abord le reportage de Christian Lusakweno qui sera une sorte de transition qui nous permettra de prendre d'autres nouvelles en rapport avec ce MAC 10 de New Deal pour un Congo, pour une République démocratique du Congo et une Afrique forte et prospère. J'étais donc en train de vous dire que nous allons dans quelques instants nous rendre à l'hôtel Hilton, où là on parle pétrole. Et pour retrouver Christian Lusakweno et Osé Manzaza, Christian Lusakweno que nous allons d'ailleurs, avant le début, ou avant de vous proposer ce panel, que nous allons retrouver à travers un reportage tout à l'heure. Je disais donc, on a parlé hydrocarbures à l'hôtel Hilton, avec tout d'abord Daniel Mukoko Samba, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, et Aimé Molendo Sakombi, le ministre national des hydrocarbures, qui ont assuré l'ouverture de cette session. Le premier panel en cours concerne, avec pour intervenant, Aimé Molendo Sakombi, ministre des hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoua, ministre des hydrocarbures du Congo-Brazzaville. Preuve qu'on ne parle pas que RDC, on parle Afrique aussi et surtout
Et l'autre intervenant, c'est Diamantino de Azevedo. Il est le ministre des Ressources minières, du pétrole et du gaz de l'Angola, qui est également présent. Monsieur Antonio Aburo Undo, le ministre des Mines, des Hydrocarbures de la Guinée équatoriale. Monsieur Bertrand Arthur Piri, le ministre des Hydrocarbures de la République centrafricaine. Monsieur Marcel Abeke, ministre des Hydrocarbures de la République du Gabon. Monsieur Mila Aziabel, ministre des Hydrocarbures du Togo. Et monsieur Mamadou Savafoa Koulibaly, le ministre des Hydrocarbures de la République de Côte d'Ivoire. Donc voilà, il n'y avait que des ministres membres des différents gouvernements de la RDC, du Congo-Brazzaville, de l'Angola, de la Guinée équatoriale, du Togo, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, pour évoquer justement cette problématique de l'exploitation pétrolière en République démocratique du Congo. Nous allons dans quelques instants vous proposer justement ce panel avec ces invités des marques qui ont échangé, qui ont partagé leurs idées sur l'exploitation du pétrole, sur le secteur des hydrocarbures dans leurs pays respectifs et les différents intervenants Osé Manzanza et Christian Lusakweno sont toujours du côté de l'hôtel Hilton. Ils vont dans quelques instants nous proposer ce panel. En pleine action. Au restaurant Malamou, on parle culture, Thierry Kambundi. L'ambassadeur Makutano Israël Chipamba vient de lancer une longue journée qu'il décrit par ces mots. Israël Chipamba. Qu'est-ce qui va se passer exactement ici? Bon, ici, ce sont les panels sur les ICC qui vont se dérouler ici. Le premier panel, c'est sur l'économie de la rumba. Ensuite, c'est sur les productions audiovisuelles. Il y a un panel sur l'intelligence artificielle. Il y a un autre panel sur le marché de l'art africain. On a un panel sur le droit d'auteur, sur la copie privée, les mécanismes innovants de financement des secteurs culturels. Donc ici, ce sont les ICC, c'est ceux qui réfléchissent, c'est ceux qui créent, ceux qui apportent la joie, la vie. Comme vous le savez, la culture, ce n'est pas du divertissement, c'est un moteur économique. La culture, c'est le premier employeur mondial. Quand vous regardez en Europe, le secteur culturel pèse plus que les secteurs automobiles. Et la République démocratique du Congo, c'est un pays qui a un patrimoine culturel énorme. 26 provinces, 100 millions d'habitants, 450 ethnies. Il y a une telle diversité culturelle. Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait quoi? C'est ça la question à laquelle nous allons essayer de répondre tout à l'heure. À noter que les panels seront animés par Madjissem Beringay, femme des médias. Comment l'animatrice de l'émission Start-up sur Canal+, originaire du Tchad, compte-t-elle mener le débat sur la culture congolaise? Prêtez l'oreille car il y a du bruit. Alors, je vais mener ce panel sous un angle inédit quand il s'agit des industries créatives et audiovisuelles notamment. J'ai envie de mener sous un angle business, sous un angle investissement parce que c'est ce qui nous manque pour développer une industrie de grande envergure comme aux États-Unis et comme sous d'autres latitudes. On termine ce mini-reportage en précisant que la ministre de la Culture, Yolande Elébé, est bien présente. Elle se dit prête à répondre aux questions de tous les artistes, de tous même, nous a-t-elle dit. Voilà pour ce qu'il a lieu de dire ici, au restaurant Malamou, où l'on parle culture. Je vous rends l'antenne, Thierry Kambundi. Du 13 au 15 novembre, Kinshasa accueille la 10e édition du Makutano. Mine et énergie, finance et tech, hydrocarbures, petites et moyennes industries, agribusiness et santé, industrie culturelle et sport. Plus de 2500 chefs d'entreprise. Le
Le Makutano 10 vous souhaite la bienvenue. Édition spéciale en direct pendant tout le forum sur Top Congo FM.